Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission. Dans un monde tourmenté par les guerres, par les conflits, la solidarité est un principe cardinal et pourtant ce principe continue d'être malmené puisque la solidarité devient aussi un principe à conquérir. Alors, pour parler ce matin de comment servir l'homme, deux représentants de deux organisations humanitaires ont accepté notre invitation. Wahid Abbassi, vous êtes directeur général de Dignité Internationale. À côté de vous, Amel Rami, bonjour, association Humanitime. La première question que j'aimerais vous poser, à vous d'abord, Wahid Abbassi, quel est l'objet de votre association et pourquoi l'avez-vous appelée Dignité Internationale? C'est tout simplement la dignité humaine. Donc notre vision, c'est de participer à préserver la vie et la dignité humaine partout dans le monde. C'était vraiment notre vocation et notre principe qui a structuré tout le reste de nos actions depuis la création en janvier 2014. Amel Rami, vous êtes donc membre de cette association Humanitime, hein, donc la contraction de humanité et l'équipe. Ouais. Depuis quand existe votre association? Ça va faire un petit peu plus de 4 ans maintenant que l'association a été créée par notre présidente et fondatrice, Aïcha, qui a commencé toute seule et puis qui a en fait fait évoluer l'association au fil du temps, avec une maraude, puis 3 maintenant, avec aussi la mise en place de suivi de famille, etc. Et on agit sur le terrain au plus proche des personnes qui sont vraiment dans le besoin et surtout les personnes qu'on pourrait considérer comme isolées et qui ont besoin d'être écoutées et puis d'appui en fait sur les problématiques qu'ils rencontrent. Alors, quand on préparait cette émission, Ouais. vous m'avez dit que vous êtes sur le point de rebaptiser votre association. Ouais. Elle s'appellera comment? ALCIP, c'est une association de lutte contre l'isolement et la précarité. On va vraiment se focaliser sur les personnes isolées et qui sont vraiment en très grande précarité. On va essayer de les suivre vraiment de A à Z et puis apporter un appui. En fait, parce qu'on a compris, comme je vous l'ai dit, Oui. c'est une association qui a évolué sur ces 4 dernières années. Et en fait, confronté au terrain, on a pu vraiment comprendre que la principale problématique, c'est ce qui est ressenti par nos bénéficiaires, c'est l'isolement et la précarité. Wahid Abbassi, j'ai commencé par introduire cette émission en disant que le monde aujourd'hui, il est la proie à des guerres, à des conflits, à des injustices, voire même des violences. Votre association est plutôt destinée à travailler sur l'international. Quels sont les champs d'intervention de votre association? Alors, Dignité Internationale, c'est une association, c'est une ONG donc, à vocation sociale et humanitaire. C'est vrai, nous avons commencé par l'humanitaire, par l'international. La première mission, c'était au Tchad, en juin 2014, justement pour assister les réfugiés, 100 000 réfugiés qui sont arrivés de la Centrafrique après un conflit qui a ravagé ce pays. Nous avons commencé, bien sûr, par les urgences, par une aide médicale, une aide vestimentaire, alimentaire. Et depuis, nous avons créé notre premier bureau au Tchad, avec un accord cadre, un accord de projet avec l'État tchadien, avec plusieurs ministères dans ce pays. Bien sûr, notre vocation, c'est de participer à la construction des moyens et des capacités des populations fragiles dans les pays d'intervention. Alors, si j'ai bien compris, votre association qui lutte contre la précarité et l'isolement a vocation à travailler plutôt dans une action de proximité, sur le local. Quelles sont les actions concrètes que vous menez? En fait, ça a commencé par une maraude par semaine. Aujourd'hui, on est sur 3 maraudes par semaine. Le mardi soir, le vendredi soir et le dimanche matin. Et on fait des distributions de repas. On essaye de pas être que sur une distribution de repas. On essaye de leur proposer du choix, notamment pour ce qui est des collations, etc. En fait, on travaille en collaboration avec une autre association qui s'appelle Au cœur de la précarité, qui nous prépare les repas. C'est une association qui a créé en fait une sorte de cantine solidaire qui distribue des repas à d'autres associations et qui fait elle aussi des maraudes. Et en fait, là, sur le point maraude, on distribue des repas, mais aussi on prend des commandes de nos bénéficiaires lorsqu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, de chaussures, de chaussettes. Ça peut être quelque chose aussi de particulier. Par exemple, on a une personne qui nous a demandé un livre sur l'opéra. En fait, on essaie vraiment d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin. Cette écoute, en fait, leur permet de se sentir vus et de se sentir compris et pas vraiment que dans la distribution de nourriture. Au-delà de ça, on a aussi une autre action qui est le suivi de familles isolées.
On suit des femmes, il y a beaucoup de femmes, surtout en fait, de femmes isolées qui sont en hôtels sociaux. On essaye de leur apporter notre soutien. Parfois, ça va être des courses, mais ça va être aussi, je sais pas moi, rembourser des dettes électriques, de factures d'électricité ou des dettes de loyer, ou vraiment un accompagnement, par exemple, sur quelles sont les aides sociales auxquelles ils ont possiblement besoin, les aider sur des dossiers, etc. On est vraiment là pour essayer de les aiguiller au mieux qu'on peut. Quand on entend Rami parler des actions que son association mène, on devine et on déduit qu'il y a une augmentation de la précarité, de l'isolement, de la pauvreté, puisque vous aussi, vous agissez au niveau local et pas seulement international. Est-ce que c'est aussi votre constat? Et qu'est-ce que vous faites contre cette précarité de cette population? Vous savez, dans le monde, il y a plus de 800 millions de personnes touchées par la faim, touchés par la problématique alimentaire. Et les associations humanitaires, les acteurs humanitaires, ils sont là pour participer à soulager leurs souffrances, pour apporter une aide concrète sur le terrain. Dignité internationale, depuis sa création, a essayé de travailler c'est vrai, sur l'axe médical, mais surtout aussi dans la sécurité alimentaire, l'aide et la sécurité alimentaire, l'enfance, l'éducation, le domaine de développement, l'agroécologie. On doit intégrer aussi la dimension écologique dans nos actions, c'est très important. Mais après le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, nous avons senti donc un changement radical dans la situation de ces populations, avec une augmentation déjà des prix, l'inaccessibilité, le problème de l'accès à l'alimentation, à l'eau. Depuis notre création de Dignité internationale, grâce à ces donateurs en France et à l'international, nous avons foré plus de 3000 puits, des forages de puits dans 5-6 pays à travers le monde, surtout en Afrique, en Asie, donc au Cambodge, au Tchad, au Mali, au Bénin, au Niger, etc. Nous sommes en train de travailler actuellement, pas uniquement dans le domaine de l'urgence, mais surtout le développement, parce que ce qui nous intéresse, ce que distingue Dignité internationale par rapport à d'autres associations, c'est de participer à la construction des capacités, les capacités de ces populations fragiles qui ont besoin d'être autonomes et pas assister. En ce moment, on travaille sur 2 grands projets. C'est la ferme africaine, c'est un projet agroécologie. C'est d'offrir des hectares à des familles pour pouvoir cultiver et faire de l'élevage et aussi participer au développement économique local. Nous sommes en train de travailler, on va inaugurer bientôt notre projet pilote dans le domaine de l'enfance, l'éducation et la santé sur un terrain de 7000 m². Nous avons pu, dans les environs de N'Djamena au Tchad, de construire un complexe intégré qui est composé par un orphelinat avec une capacité d'accueil de 100 orphelins, une école primaire, collège, lycée avec une capacité d'accueil de 800 enfants pauvres et un centre médical en même temps qui est spécialisé, orienté vers la médecine mère-enfant et la malnutrition. Amal Rami, vous agissez en tant qu'actrice dans une association d'aide, de soutien à l'égard et au profit de populations. Avez-vous constaté, vous êtes jeune, avez-vous constaté par exemple l'arrivée sur cette problématique de l'aide des populations de plus en plus jeunes? Est-ce que c'est une réalité que vous rencontrez tous les jours? En tout cas, il est vrai qu'on a des bénéficiaires qui sont super jeunes, qui sont âgés à peine de 18 ans et qui ont déjà plusieurs années dans la rue, que l'on rencontre et en fait qui nous racontent un petit peu leur périple. Ils ne viennent pas tous de la région parisienne, ils viennent parfois d'Espagne, ils viennent parfois d'autres pays et en fait... on se rend compte que il y a beaucoup de personnes jeunes qui sont à la rue, mais on a aussi des personnes âgées. Et c'est ça qui est un petit peu... Vous avez les deux On a les groupes deux. On a des sociaux, personnes de plus de 60 ans, on a des femmes qui ont plus de 65 ans et qui sont à la rue. Et en fait, on se dit, comment c'est possible? Mais malheureusement, c'est bien le cas et pas une seule personne, quoi. On a de tout, mais on a des très jeunes et des super âgés. Alors, vous décrivez ici, évidemment, les champs d'intervention, mais aussi les symptômes des populations et des peuples auprès desquels vous intervenez. Mais ne soyons pas, d'une certaine façon, aveugles. Quelles sont les causes? Parce que tant que nous ne connaissons pas les causes, on ne peut pas intervenir. Quelles sont les causes de cette dégradation, à la fois au niveau local, mais au niveau international, qui entraîne une perte de dignité? À quoi attribuez-vous ces problèmes? Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs, bien sûr, économiques, socio-économiques, des facteurs liés à la gouvernance et aussi à la colonisation aussi, de ces pays. Donc nous sommes là, premièrement, pour faire justement ce constat
analyser la situation, le pourquoi de tout ça et porter une aide adaptée à ces populations, à ces pays. Nous participons humblement à trouver des solutions dans plusieurs domaines, les domaines que j'ai cités auparavant. Quand vous faites, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces maraudes, maintenant c'est 3 fois par semaine. Il faut rappeler que les maraudes, ce sont ces sorties nocturnes. Vous allez donc à la recherche. Pas que nocturnes. Dans la journée, évidemment, oui. Mais surtout quand il fait froid, ça. On va les chercher, y compris dans des moments, je dirais, tard dans la nuit. Quelles sont les populations que vous côtoyez, si j'ose dire, pendant ces maraudes? Quelles sont leurs demandes et est-ce qu'elles vous parlent de leur détresse, de l'origine de leurs problèmes? En fait, on a plusieurs types de bénéficiaires. On a des personnes qui ont autrefois été chefs d'entreprise et qui ont, suite à un accident de la vie, tout perdu. On a des personnes qui, lors je sais pas moi, de la perte de leurs parents, se sont retrouvées soudain à la rue parce qu'ils ont toujours vécu avec eux. Et en fait, il n'y a pas un type de personne qui va du jour au lendemain se retrouver à la rue. Il n'y a pas un type de parcours qui nous mène à la rue. Il y a une multitude de parcours et d'accidents de vie qui peuvent nous entraîner dedans. Et en fait, nous, on travaille vraiment avec eux sur aussi des questions d'écoute. On essaye d'être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire. On essaye de vraiment... parfois, en fait, juste le fait au-delà de distribuer un repas, juste le fait de parler avec eux, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir être à l'écoute du fait que, par exemple, aujourd'hui, ils ont passé une mauvaise journée, ils nous racontent vraiment tout ce qui leur est arrivé, et ils sont dans une telle détresse que parfois, on se retrouve à les écouter, à nous raconter toute leur vie. Et c'est pas qu'une fois, en fait, c'est dans chaque maraude. On est vraiment basé sur l'écoute. On essaie au maximum d'écouter les gens. Et ça, c'est ce qui leur donne du baume au cœur et ce qui leur donne surtout envie de revenir vers nous à chaque fois. Ils ont plusieurs demandes, mais c'est pas que des demandes alimentaires et c'est pas que des demandes matérielles, c'est surtout une demande d'écoute. Dignité internationale, comme son nom l'indique, a vocation à restituer, en tout cas à aider les gens à retrouver leur dignité. C'est un combat énorme. Et je dirais, mais est-ce qu'on a l'impression des fois que c'est un combat presque désespéré, tellement les problèmes, l'accumulation des problèmes, les causes sont, je dirais, difficiles et complexes. Est-ce que vous croyez que ces interventions suffiront à restituer la dignité des gens? Jamais désespéré. Nous sommes toujours optimistes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et auparavant et dans l'avenir, pour être à côté de ces personnes fragiles. Comme l'a dit ma collègue, cette écoute, cette proximité avec ces populations, je pense qu'elle est importante au-delà de l'aide matérielle autant que telle. Et donc, nous sommes toujours là pour, justement, même si on a un bureau, une équipe, l'équipe de Dignité internationale, nous privilégions toujours cette notion de partenariat, de travailler ensemble avec les acteurs locaux parce que ce sont les experts de leur contexte, de leurs problématiques, ils sont des connaisseurs. Et donc on s'appuie sur leur expertise et sur leur proximité avec ces populations pour justement bâtir tout un travail et créer de l'ancrage et cette proximité. Je pense, je suis parti l'année dernière au Mali, à Bamako, et j'ai rencontré le président et son équipe du Parlement des jeunes Maliens. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils ont cette idée-là de quitter leur pays et traverser le désert et la Méditerranée et tomber dans un piège qui est la mort pour peut-être arriver au paradis. Eh bien, ces gens-là, ces jeunes, ils ont besoin juste d'un coup de pouce chez eux pour pouvoir bâtir leur avenir et construire leur vie professionnelle, leur famille, avoir des enfants, avoir un métier, un travail. Et c'est pour ça, par exemple, au Mali, pour être concret, nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier, c'est la formation professionnelle en partenariat avec le ministère de l'Artisanat à Mopti. Et donc, nous avons travaillé avec ces jeunes-là dans le domaine de solaire, de forage des puits, de l'agroécologie et les TAC, les toilettes à compost. Donc, formation théorique et pratique. Nous avons mis en place aussi, avec une structure traditionnelle à Fana, une ferme africaine pour 4 familles très, très, très pauvres, sélectionnées par le chef de village. Et ainsi, on donne 6 moyens pour justement semer l'espoir et l'envie de vivre et de construire cette vie et acquérir, réinventer la dignité humaine. Amal Jamy, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vouloir, je dirais, s'engager en faveur de ces populations? C'est une tâche très difficile, mais quel est si j'ose dire, votre carburant intérieur qui vous a motivé pour pouvoir faire ce que vous faites? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Lorsque j'ai trouvé le temps de pouvoir m'engager, ça fait maintenant presque 2 ans et demi, 3 ans, je l'ai fait.
Et depuis, en fait, j'ai pas regretté mon choix parce que ça m'a toujours apporté. On a toujours pu. J'ai toujours eu des échanges super valorisants avec les personnes. J'ai pu voir vraiment un autre monde et ça m'a ouvert au-delà du. Être en contact avec des bénéficiaires enrichissants et être en contact aussi avec des bénévoles enrichissants, une structure qui est quand même super intéressante. Et puis, ça m'a permis de me challenger, me mettre sur plusieurs missions. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis engagée. En fait, j'en suis très heureuse. Derrière ce travail que vous faites, évidemment, il y a des valeurs, il y a des principes. Ouais. Quelles sont les valeurs qui vous animent en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'association? Donc, la première valeur structurante, c'est l'envie de redonner la dignité aux êtres humains. Ça, c'est la première valeur. La deuxième, c'est vraiment construire la paix. Je pense que c'est très, très important. C'est des valeurs structurantes d'une société quelconque et donner cet espoir à ces gens-là de vivre dignement, vivre dans les meilleures conditions humaines. Et je pense que c'est ça les valeurs qui nous animent. Et nous avons octroyé la dignité aux êtres humains. Cet universalisme dans notre manière d'agir, je pense, elle est importante. D'ailleurs, toute l'équipe de Dignité Internationale, il y a une très, très belle diversité, donc de tous bords, de toutes origines. Et ça donne cette compétence d'avoir cette proximité, justement, avec ces populations dans leur diversité, soit en Afrique, soit au Maghreb, soit au Moyen-Orient ou en Asie. Nous sommes dans une émission qui s'intitule Islam, qui aborde toutes les questions qui concernent l'islam de façon générale, dans sa grande diversité. Est-ce que votre action est aussi le produit d'une conviction intérieure, personnelle, spirituelle? Et en quoi cette spiritualité joue dans l'engagement qui est le vôtre? J'ai tendance à penser que si je n'étais pas née de confession musulmane, j'aurais quand même cette envie de vouloir agir pour le bien commun. Et c'est quelque chose qui est vraiment... je pense que c'est une obligation dans notre religion. Et ça nous pousse à le faire. Mais, une obligation, c'est-à-dire? Le fait d'être dans la bienveillance avec les gens, le fait d'agir pour le bien commun en tant que musulman. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait pour l'humain. C'est pour ça que je me suis engagée pour aider l'humain, pas pour aider seulement une partie de la société, mais pour aider globalement du mieux que je peux et avoir un impact qui soit positif. Et vous, toujours la même question, quelle est la place éventuellement d'une conviction personnelle, de votre foi dans l'engagement à partir du moment où vous travaillez pour l'universel, mais vous avez bien sûr un point de départ qui est le vôtre? Vous savez, la pauvreté et la misère n'a pas d'origine, ni de frontières, ni de couleur. Et donc, cette notion d'universalisme, elle est très importante. C'est vrai, on est animé par des convictions personnelles. Moi, quand j'avais 14 ans, j'étais scoutiste. Donc, j'ai compris dès 14 ans que l'importance d'être au service d'autrui. Nous avons mené des actions à l'âge de 15 ans pour nourrir des nécessiteux, pour être proche des familles. Et avant ça, nous avons appris dans nos familles, via mes parents, la notion d'être de l'aide. D'ailleurs, ma mère, je me souviens, elle me disait « fais le bien et oublie-le ». Il revient un jour, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Et donc, ces valeurs qu'on a eues depuis notre plus jeune âge, donc, ont structuré notre personnalité, cette vocation d'être au service de l'humanité. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un hadith, le meilleur des êtres humains, c'est lui qui est proche, au service de l'humain, de l'humanité. Et ces notions, cette valeur, elle est très importante, surtout dans notre société, la société française, qui est aussi riche de sa générosité, ses valeurs universelles, humaines et solidaires. Et aussi, je pense, après le Covid, on a compris que nous devons s'ouvrir davantage pour aider le maximum de personnes avec la même motivation. D'ailleurs, on a travaillé avec Humanity, oui, donc on a mené des actions communes en France. Entre vous deux, entre vos deux associations. Nos équipes, donc on a créé une équipe commune. Ouais. Et dans les rues de Paris, nous avons aidé des sans-abri, on a aidé des migrants, on est parti aussi à Calais, donc on a mené des actions intéressantes. Et sur le terrain, c'était la rencontre sur le terrain. Oui. D'abord. On s'est rencontrés à Calais. Et après, on est revenu vers eux pour leur demander une aide qu'ils nous ont apportée avec grande bienveillance pour distribuer des duvets
aux personnes à la rue. Et puis, par la suite, on a travaillé ensemble, on a fait des maraudes, on a fait des vadrouilles. En fait, c'est une collaboration qui s'est faite sur le terrain, pour le terrain, et c'est ce qui est super. C'est qu'en fait, les rencontres que l'on fait peuvent nous pousser à faire des plus grandes actions. Exactement. Ouais. C'est pour ça que la notion de partenariat elle est très importante. Je pense que nous n'avons pas les moyens ou les moyens nécessaires pour confronter et répondre à ces besoins. Donc, je pense l'interdépendance, l'entraide, déjà entre les acteurs, elle est nécessaire pour mener à bien et répondre justement à ce défi qui est la misère, qui est la pauvreté, surtout après le Covid. Est-ce que vous constatez au quotidien, dans les activités que vous menez, l'arrivée sur, j'allais dire, le marché du soutien, de la solidarité des nouvelles générations? Est-ce que les jeunes s'engagent? Est-ce qu'ils sont aussi animés par cette volonté de pouvoir aider? Allez-y, dites-moi. Alors, moi, je suis fondateur et directeur actuellement de Dignité International. Je l'ai créé depuis janvier 2014. En juin 2022, ça vient 5 mois, même pas, j'ai passé le flambeau à un jeune de 23 ans. Il est devenu médecin. Il était le premier bénévole de Dignité Internationale à l'âge de 15 ans. Et au fil du temps, il a montré son engagement, son envie de servir l'humanité, servir l'autrui, etc. Et à l'unanimité de l'Assemblée générale de Dignité Internationale le 5 juin dernier, donc on a voté sur lui pour être le président, le deuxième président de Dignité Internationale à l'âge de 23 ans. Il s'appelle Shamsuddin Aboubakr Hassan. Il est médecin ici à Paris. Et voilà, donc on lui a donné cette possibilité de gérer une association comme Dignité Internationale et vraiment montrer l'exemple aux jeunes, ce qu'on appelle la transmission des valeurs, mais d'une manière concrète. Et je suis vraiment très content de cette avancée, de lui, donc parce que tout simplement, il apporte donc de l'énergie, de la vision. Vous voyez, l'énergie des jeunes, elle est très importante et on doit leur faire confiance. Je pense que c'est très important pour la réussite de l'action humanitaire et aussi de la solidarité entre les générations. Alors, quels sont les critères qui définissent les lieux d'intervention? Vous choisissez les territoires et les lieux en fonction de quels critères? Alors, nous, ça s'est fait assez naturellement. Au départ, on maraudait. Ça veut dire qu'on faisait un petit peu le tour sur Paris, en vadrouille, etc. Par la suite, en fait, on s'est rendu compte que tous les bénéficiaires nous attendaient à un endroit. Donc, par la suite, on s'est sédentarisé sur des pôles. Le mardi, on est sur un pôle sédentaire. Le dimanche, on est sur un pôle sédentaire. Mais le vendredi, on continue à vadrouiller un petit peu à droite, à gauche. Il n'y a pas vraiment de lieu spécifique. On ne choisit pas le lieu, c'est plutôt le lieu qui nous choisit. En fait, on y va vraiment là où on a besoin de nous, on y est. C'est surtout ça. Le monde que nous vivons, que celui que vous connaissez, est un monde, je dirais, de guerre, de conflits, de souffrances, de traumatisme. Est-ce que nous ne touchons pas, c'est une question, aux limites de l'humanitaire? Est-ce que les causes, vous l'avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a des problèmes de gouvernance à la fois de l'hémisphère nord que du sud. Est-ce que là, nous ne touchons pas aux limites de cet humanitaire et que peut-être l'avenir, c'est aussi changer d'une certaine façon les modes de gouvernance pour que ces peuples retrouvent enfin ce noyau insécable de la dignité humaine que vous appelez de vos voeux? Vous savez, la première action de Dignité Internationale au Tchad, quand on est parti en Afrique, c'est d'organiser un colloque sur la construction de la paix. La paix comme la pierre angulaire de tout vivre ensemble et de tout développement. On ne peut pas imaginer un tel développement sans avoir la paix sociale, tout simplement. Et là, je suis de retour des Émirats, où j'ai participé dans un grand congrès international sur la mondialisation de la paix et l'internationalisation de la guerre, surtout après la guerre qui a touché l'Europe, donc l'Ukraine et la Russie. Et je pense que nous avons un devoir. C'est dans les guerres, dans les misères, pendant ces moments difficiles que l'humanitaire, la solidarité se réinvente. Et donc, nous sommes devant un défi. On doit être capable d'agir, mais surtout avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence pour justement asseoir les valeurs de la paix, de vivre ensemble, de compréhension mutuelle et transmettre ces valeurs qui impactent en vérité la vie quotidienne de ces populations, soit en Europe, en France ou en Afrique ou ailleurs. Vous agissez sur le plan local avec des populations
à la fois jeunes mais aussi âgés, qui souffrent de la solitude, de la précarité, etc. L'exigence de travailler au quotidien est quelque chose qui doit continuer. C'est sûr qu'ils ont je pense que la solution va se trouver en fait auprès de ces populations-là. Je pense qu'il faudrait les écouter plus sur leurs réels besoins et non pas se dire que parce qu'ils sont à la rue, ils ont besoin de ça. Je pense que les besoins vont... Pour sortir de la rue, en fait, on peut proposer un logement à une personne, mais ne pas nécessairement la sortir de la rue. En fait, la rue, c'est un process pour en sortir qui est beaucoup plus psychologique. C'est un déblocage psychologique à avoir. C'est une reconnexion à la société qu'il faut avoir. Et c'est en fait se sentir accueilli dans la société. Donc, peut-être plus en parler, les mettre plus au centre de la discussion et les écouter beaucoup plus. C'est ce qui pourrait vraiment aider à décanter et à trouver une solution, quoi. Par rapport à ce point-là, oui, j'ai envie d'ajouter un point, c'est qu'on parle beaucoup de la mondialisation, mais je pense qu'il faut humaniser la mondialisation. C'est vrai, effacer les frontières pour permettre aux hommes et aux produits de passer les frontières d'un pays vers l'autre, je pense qu'on doit l'accompagner par une nouvelle... il faut repenser l'éthique, et il faut repenser aussi la solidarité, parce qu'il faut voir les problématiques d'une manière globale. Je ne crois plus maintenant à un problème, à cette idée de rester renfermé dans un pays, dans un territoire. Au contraire, il faut voir les problématiques. Et d'ailleurs, je suis un peu choqué par ce traitement un peu, j'allais dire, concernant les migrants qui viennent du Sud, alors qu'on reçoit aussi les victimes de la guerre de l'Ukraine. Il ne faut pas créer des frontières... Vous voulez dire deux poids, deux mesures? Deux points, deux mesures, exactement. Et donc, il faut s'ouvrir. Et là, j'appelle à tous les acteurs humanitaires français d'être vraiment solidaires, d'être vraiment... passer un geste très, très fort pour pouvoir traiter cette problématique qui est cette nouvelle migration et accueillir les gens dans la dignité, dans le respect et vraiment porter une aide réelle à ces gens-là. Lutter contre la précarité, contre la pauvreté, l'isolement, nécessite de mobiliser des moyens. Quelles sont vos attentes des pouvoirs publics concrètement? Vous savez, maintenant, les acteurs humanitaires ou les acteurs sociaux aussi, ils deviennent un autre pouvoir, j'allais dire. Et donc, ils peuvent participer à trouver des vraies solutions, parce qu'ils sont des acteurs qui connaissent le terrain, ils ont une certaine expertise, ils ont une certaine proximité avec ces gens-là. Et on a besoin, premièrement, de l'aide, bien sûr, de l'aide soit matérielle, financière, mais aussi logistique et autres. Vous savez, pour se déplacer d'unité internationale à essayer de ramener des conteneurs en Afrique, de l'aide médicale, la logistique, ça coûte, elle est plus chère que l'aide elle-même. Et donc, nous avons besoin de créer ce tissu, ce réseau entre les institutions politiques, entre les fondations, entre les donateurs particuliers, entre les donateurs institutionnels, avec les acteurs associatifs, et créer ainsi cette force commune pour mener à bien ce travail qui est être au service de l'humanité, être au service d'autrui. Je vous remercie d'être venu ce matin pour nous expliquer vos engagements et vos interventions au service de l'humain. C'est la thématique que nous avons essayé de comprendre. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas, vous pouvez regarder votre émission sur le site france.tv. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir. Merci.